l'animateur de cette capsule, notre innovateur en chef du Québec, M. Luc Sirois. Luc vient de joindre à moi. Et j'invite également à monter sur scène Nancy Rancourt, présidente directrice générale par intérim d'Axelis, Marie-Pierre, c'est un panel féminin. Bonjour, Luc, tu nous gâtes. Marie-Pierre Hyperciel, présidente et directrice générale de Québec, de Prima Québec, et Marie Gagné, présidente directrice générale de Synchronex, l'organisation qui regroupe les CCTT. Luc, c'est à toi. On les applaudit bien fort. On est heureux de les avoir avec nous. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Hey! Ben, d'abord, j'aimerais dire, puis là, vous remarquez que moi, j'ai un micro sans fil, ça fait qu'on me donne un peu plus de lousse. Mais j'aimerais dire à quel point on est honoré de pouvoir se faire confier un rôle comme ça. C'est très personnalisé, vous l'avez entendu, c'est en est gênant, mais c'est important pour moi de dire à quel point cet ouvrage-là, cette mission-là, d'amener l'idée à la société, de faire émerger l'innovation dans les entreprises, dans les institutions. C'est nous tous ici, on est tous ici choisis, on est tous dans des positions d'avoir de l'impact, on est tous dans des rôles de leadership importants dans nos secteurs, dans nos institutions, dans nos régions, et c'est nous tous ensemble qui allons pouvoir faire arriver l'innovation au Québec, bâtir et faire arriver l'innovation dans nos institutions et de transformer l'industrie, transformer la société. Alors là-dessus, c'est un message qui est important. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnes qui sont des leaders, qui font arriver l'innovation et qui, ensemble, avec Axilis, avec les regroupements sectoriels de recherche industrielle, avec l'ensemble des ressources que l'on a dans les universités, dans les CCTT, permettent aux entreprises de briller. Alors là-dessus, si vous me permettez, Marie-Pierre et Marie, je vous reviens dans quelques instants. On voulait commencer par parler d'abord ici de la question du transfert. Mais parce qu'on va faire ça en gang, moi, je vais commencer par vous dire tous de sortir vos téléphones mobiles, vos tablettes ou vos laptops et de participer à la discussion avec nous en démarrant votre furteur Chrome Safari. Vous allez sur menti.com. Vous pouvez cliquer vous pouvez scanner le QR code que vous voyez là. Sinon, vous vous rendez à cette page-là de menti.com et vous rentrez le code que vous voyez à l'écran. Menti.com et là, vous rentrez le code que vous voyez à l'écran. Le Wi-Fi nous fait souffrir ici, hein? Oui, je vais vous le dire, c'est le 5939-4735. 5939-4735. Vous allez voir une question parce que j'aimerais que vous puissiez commenter, donner vos observations, poser vos questions, faire des observations pendant la discussion qu'on va avoir aujourd'hui et répondre ultimement à la question pourquoi c'est important, pourquoi c'est si important de valoriser les découvertes, pourquoi c'est si important de protéger la propriété intellectuelle, de faire de la maturation, d'accélérer le transfert vers la société. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, puis je vais vous poser la question dans quelques instants. Mais je me retourne vers toi, Nancy. On est heureux, on travaille beaucoup ensemble dans le cadre d'Axelis, notre présidente directrice générale par intérim présentement chez Axelis. Alors, je te pose la question d'abord à toi, puis pourquoi est-ce si important de mieux valoriser le fruit de la recherche? Bien, en fait, je ne voudrais pas répéter tout ce qui a été dit depuis ce matin parce que je pense que tous les intervenants ont apporté des excellents points là-dessus. On le sait, on est en position de tête au niveau de nos investissements. Maintenant, de ce qu'on peut récolter de ces investissements-là, c'est là qu'on sait qu'on a des efforts à faire. On en a parlé depuis ce matin. Je pense que, sans répéter ce qui a été dit, je t'amènerais sur l'importance de déclarer les inventions. Oui. Et c'est vraiment ce qu'on vise, à augmenter ce volume-là de déclaration d'invention qu'on reçoit. Parce qu'on a plein de chercheurs qui sont vraiment à l'avant-garde, mais on ne sait pas toujours eux ne signalent pas toujours les découvertes. Exactement. Où est-ce qu'on se situe? Puis je sais qu'on n'a pas des données extrêmement précises là-dessus, mais on a un peu une idée de où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres. Malheureusement, on n'a pas de portrait global au Québec. Hein. Il y a des données qui ont été récoltées dans les 20 dernières années par les sociétés de Valo.
Il y a certains organismes qui ont des données, mais c'est vrai que c'est difficile. Par contre, on a quand même des données partielles et estimatives. Oui. Et je te dirais qu'en termes de déclaration d'invention, on souhaite d'ici 5 ans vraiment doubler le nombre de nos déclarations d'invention si on veut un peu se rapprocher de ce qu'on peut voir ailleurs au Canada. On parle de se rapprocher de la moyenne, là. Oui, c'est ça. Et tout à donc, fait. Donc, alors là, c'est donc le défi. On veut peut-être doubler le nombre de déclarations d'invention dans les prochaines années pour doubler encore l'année d'après, c'est ça? Déclaration publique. D'ici 5 ans, peut-être. OK. Pas d'année en année. Je pense que ça sera un petit peu trop substantiel, mais quand même. Et dans la stratégie, il y a une emphase qui est mise sur la protection de la propriété intellectuelle. C'est vraiment pour le fruit de la recherche publique, pour les inventions, dans le public, mais aussi dans le privé. Pourquoi l'emphase sur l'API? Bien, en fait, comme société, on pourrait se dire que protéger notre propriété intellectuelle, ça pourrait être un fichu de beau retour sur l'investissement qu'on fait en recherche. Mais si on va au-delà de ça, souvent l'API, ça va être vu comme un frein, comme un processus qui peut être très ardu. Mais dans les faits, c'est un atout qui est stratégique, commercial, économique et qui peut amener beaucoup de valeur pour une entreprise parce qu'une propriété intellectuelle protégée devient carrément un instrument de financement, un instrument pour aller conquérir des marchés, pour se développer, pour recevoir, pour avoir des revenus, augmenter nos revenus. Puis, on pourrait se fixer comme objectif que protéger l'API, c'est aussi de rapprocher le milieu industriel et le milieu académique. Bien, absolument. Ça pourrait être un bel objectif. Et quand on dit, puis là, propriété intellectuelle, il y a beaucoup de questions sur les brevets. Est-ce que les brevets, c'est la seule façon, puis dans un contexte d'intelligence artificielle, de technologie de l'information, là, le concept de brevet s'applique peut-être pas, mais le concept de propriété intellectuelle, lui, demeure. Demeure, exactement. Et une chose est sûre, on en parle beaucoup ce matin, là, on a énormément de recherche de qualité qui se fait dans nos laboratoires. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises étrangères qui profitent de ce qui sort de là, parce qu'on ne protège pas nécessairement toujours notre propriété intellectuelle quand on pourrait en bénéficier avec nos entreprises et au sein de la société québécoise. Parce que souvent, on parle de techno, hein, mais il y a aussi toute l'innovation sociale qu'il ne faut pas oublier. Je suis content que tu amènes ce point-là, parce que dans la mission d'Axelis, il y a toute la valorisation de l'innovation technologique, mais il y a l'espoir de valoriser, d'amener à la société plus d'innovation sociale aussi. Absolument. On est en train de développer cette pratique-là. Il y a déjà des regroupements qui travaillent bien en innovation sociale et on veut vraiment essayer de fédérer l'écosystème et emmener de plus en plus d'innovations qui vont avoir un impact social très important. On parle d'innovation culturelle, on parle d'innovation de façon organisationnelle et on change la société souvent bien plus avec l'innovation sociale qu'avec la technologie toute seule. Il y a un autre élément dans la SQRI qui est relié à la maturation. Donc, premièrement, de quoi on parle ici, maturation? Qu'est-ce que c'est? Bon, de façon... Puis là, je suis sûr qu'on ne parle pas de nos adolescents, là. Non, on aimerait ça. On aimerait ça que ce soit ça. On va accélérer la maturation. En fait, la maturation, pour peut-être faire une image simple, on s'entend là, j'évite bien des détails, mais prenons Steve Jobs qui était dans son garage. Bien, à quelque part, il a passé par un processus de maturation pour que son iPhone se retrouve sur le marché. Bon, il y a eu plein d'étapes, mais vraiment, le ministre l'a dit ce matin, hein, on souhaite d'emmener l'idée au marché. Et les programmes de maturation, c'est à ça que ça sert. Principalement, on veut diminuer le risque de nos inventions. On veut les rendre plus attractives pour les investisseurs et pour les milieux preneurs. Donc, il y a du financement de travaux de recherche de maturation, là, c'est ça qui va se passer? Exactement. Donc, il y a un programme de maturation au Québec qu'Axelis gère avec le MEI et nos professeurs-chercheurs ont accès à ces fonds-là avec des partenaires pour faire maturer leur technologie. Et justement, des partenaires qui peuvent être des entrepreneurs en puissance, ce qui est fascinant. Écoute, on vient de sortir on a annoncé, le ministre a annoncé la semaine dernière les récipiendaires de l'appel à projets. On en a donc plusieurs projets qui vont recevoir du financement de maturation. Peux-tu nous donner des exemples? Oui, la semaine passée, on a annoncé 21 projets. Je peux peut-être parler de 2 en particulier. Le premier, c'est un projet de l'Université Laval, qui est un test compagnon pour les diagnostics précoces des troubles de l'humeur. Troubles de l'humeur, on peut penser par exemple au trouble bipolaire, qui est souvent très connu dans notre société. Et ce qu'on cherche à faire ici, on cherche vraiment à développer le test, montrer sa validité, sa pertinence, mais aussi, super intéressant, créer une start-up pour commercialiser ce test-là, parce que ça sert à ça aussi, le programme de maturation. Donc, il y a eu une découverte qui permet de croire qu'on peut facilement
que les gens qui pourraient vivre avec ce défi-là dans la vie pourraient être diagnostiqués pour avoir accès à du support. Et en termes d'impact, puis c'est très facile à voir en termes de qualité de vie, souvent ces gens-là vont subir des hospitalisations qui sont très difficiles quand on ne sait pas de quoi on est atteint. Et aider aussi nos médecins avec un test où est-ce qu'ils peuvent faire un diagnostic plus précoce, c'est sûr que c'est un outil très pertinent pour eux. Donc, dans ce projet-là, avec le financement du programme de maturation, on veut passer au travers des différents processus réglementaires, dont l'homologation auprès de Santé Canada. On voit, justement, la maturation de l'homologation, la validation, les tests, les essais cliniques. Puis là, on voit comment une innovation, une découverte scientifique, une innovation technologique, en fait, a un impact social et requiert de l'innovation sociale également. Tu avais un autre exemple pour nous, je pense. Oui, mon autre exemple, c'est l'Université de Sherbrooke. C'est un projet de séquestration et de captation du CO2. Très approprié, très important. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre, évidemment. Dans ce cas-ci, c'est très intéressant. On veut démontrer le fonctionnement et la performance d'un système, mais d'un système dans une échelle crédible. Donc, avec des données très importantes qui évoluent, le système évolue dans des conditions réelles. Et ça, dans le programme de maturation, c'est encore un objectif qu'on cherche à faire, de la mise à l'échelle, rendre les projets intéressants. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ce projet-là, non seulement ça fait avancer la science, mais en soi, ça travaille aussi sur la mise en échelle et est une espèce de pilote réel de la captation du carbone. On diminue le risque, on augmente l'intérêt pour les investisseurs, pour les milieux preneurs. Et dans ce cas-ci, on vise à capter 167 tonnes de CO2 par année. Bon, qu'est-ce que ça... Et ça, c'est juste avec ce projet-là? Juste avec ce projet-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça peut représenter 835 allers-retours Montréal-Toronto en avion. Si tu préfères la voiture, 800 000 km. Donc, c'est quand même une donnée hyper concrète d'un projet qui est développé ici au Québec et déjà, à l'étape de maturation, pourrait avoir des impacts. Je vous ai invité à commenter, à poser vos propres réflexions. J'en ai quelques-unes ici qui rentrent. Pendant qu'on se parle, bien, je vous invite à, encore une fois, menti.com avec le code 59394735. Deux commentaires ici. D'abord, on exprime qu'il y a deux façons de commercialiser une innovation. Le transfert dans une entreprise ou démarrer une entreprise. On est bien content de ça. En effet, ça, c'est on doit doubler le nombre d'entreprises issues de la recherche publique ici d'ici quelques années. Le deuxième commentaire, il y en a d'autres qui s'affichent. Là, tu vois, on a passé à la deuxième page. Hey, ça rentre les réponses. Alors, parce que la logique entrepreneuriale transforme les résultats de recherche et les transforme en produits et solutions utilisables pour les citoyens d'une façon plus rapide et plus efficace. Ça va sans dire. Hein? Les chercheurs à qui on parle souvent nous disent, bien, nous, on veut publier pour l'humanité. Mais quand un entrepreneur, une entrepreneure prend le ballon, bien, ça amène à l'humanité fichement rapidement et avec beaucoup de détermination. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors, bien, j'enchaîne avec nos autres invités qu'on ne veut absolument pas laisser pour compte. Je m'excuse d'avoir focalisé. La prochaine question, c'est justement l'importance de la recherche dans les entreprises, de l'innovation au sein des entreprises. Je vous invite à continuer de commenter sur cette question-là. Pourquoi c'est important de favoriser la recherche collaborative avec le milieu de la recherche publique. Et puis Marie-Pierre Prima, regroupement sectoriel de recherche industrielle, on en a 9 au Québec, qui connectent les entreprises avec ce milieu-là. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi? Puis tu l'as très bien connu quand tu étais chez Prompt, Ben Luc. oui. En fait, je pense que ça permet surtout, dans un premier temps, de partager les coûts, mais aussi partager les risques qui sont associés à la R&D. Ça, c'est très important. Puis je vais juste vous donner un exemple de ce partage-là qui est positif. Et aussi, ça permet de lever du financement de d'autres organisations fédérales, d'attirer de l'investissement privé dans ces projets-là. Au cours des 5 dernières années, les RSRI ont quand même soutenu 790 projets dans lesquels on a injecté par l'entremise de notre partenaire, le MEI, 225 millions de dollars et ça a co-généré à peu près 520 millions de dollars en financement, dont le 2/3 provenait des entreprises. Donc ça, c'est très important. Et rapidement aussi, je dirais qu'au-delà de pourquoi propulser la recherche collaborative, on a beaucoup parlé du talent ce matin. Ben oui. Les projets permettent de former justement du personnel hautement qualifié. Les entreprises, là, on a fait la tournée, on en a parlé,
Je pense qu'on a rencontré 1000 entreprises. Je pense qu'il y en a 998 qui nous ont dit comment le talent était la clé et qu'il y avait un grand défi de ce côté-là. Et la recherche collaborative, c'est un peu une réponse. Permet de les former, puis les jeunes qui travaillent sur ces projets-là, ensuite, bien, c'est un bassin de main-d'œuvre idéal pour ces entreprises-là. Puis ils n'arrivent pas green, si je peux dire en bon français. Ils connaissent l'entreprise, ils connaissent leurs procédés, ils ont été impliqués dans la démarche d'innovation. Donc ça, c'est vraiment un plus. Avec des stages aussi qui peuvent s'ajouter à ça. Puis quand on parle de recherche collaborative, on parle de travailler avec le milieu académique, le milieu de la recherche publique. Puis au Québec, on a une ressource fabuleuse qui est un trésor dont toutes les nations sont jalouses, c'est les centres collégiaux de transfert technologique. On a entendu notre ministre exprimer sa découverte. Bien, quand on connaît les CCTT, on réalise la richesse. Pourquoi c'est si extraordinaire, nos CCTT au Québec? Mais les CCTT, ce sont vraiment des centres de recherche appliquée et d'innovation qui sont dans toutes les régions du Québec. Ce sont vraiment les partenaires de choix pour les entreprises et les organisations partout sur notre territoire. Chaque CCTT se spécialise dans un domaine d'activité. Alors, quand on est à Rouyn, on se spécialise dans le minier, dans le résidu industriel, alors que quand on est à Gaspé, on s'investit dans le domaine des pêches, de l'aquaculture. C'est des gens très, très concrets. C'est 2000 experts terrain, des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs qui travaillent en partenariat avec les entreprises. Souvent, les CCTT, ce sont des centres de recherche comme externalisés d'une entreprise. Une entreprise a difficilement les moyens d'avoir les infrastructures à la fine pointe de la technologie, de maintenir les talents à la fine pointe. Avoir accès à un CCTT dans sa région, c'est avoir accès à ces talents-là, puis à cette infrastructure-là. En plus, ils sont partout au Québec. Partout. Il y en a 59, 10 spécialisés en innovation sociale, 49 en innovation technologique. Oui, je les aime. Oui, je pense mais le ministre aussi, là, je ne suis pas toute seule, là, le ministre aussi. Bien, c'est ça. Mais on a nos universités, on a nos CCTT, on a des centres de recherche publique. C'est un foisonnement de ressources et c'est compliqué. Hein. Les entreprises nous le disent, là, c'est très touffu. Marie-Chantal nous dit ça comme ça. Puis c'est vrai que c'est très, très complexe de savoir et de retrouver pour les entreprises, les dirigeants, dirigeantes, la bonne ressource. Et ça, il va falloir travailler fort pour simplifier l'accès, pour trouver, faire découvrir toutes ces belles ressources-là. Mais j'ajouterais en même temps que depuis quelques années, tous les acteurs travaillent davantage ensemble. Et puis, nous, on va travailler avec Axelis, les RSRI, on va travailler avec les CCTT, avec les universités. Je pense que tranquillement, l'entreprise va savoir mieux trouver son chemin. Votre initiative d'aiguillage aussi va être très utile. Donc, je pense que les gens savent qui fait quoi, travaillent davantage ensemble et ça facilite l'accès aux entreprises. Si on peut le voir de deux façons, c'est beaucoup de portes d'entrée pour les entreprises aussi. Nous, on se connaît entre nous. Fait que quand on n'est pas le bon acteur, on transfère vers les autres acteurs. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on va tous collaborer avec toi pour vraiment mettre sur pied ce système de référencement. Oui, puis vous savez, on est très jovialiste, hein, vous me voyez avec le nœud papillon, mais la situation est quand même assez grave en termes de l'innovation dans les entreprises, là. On est vraiment en retard. Moi, j'aimerais ça vous demander quelques exemples de projets comme ça qui ont été faits en recherche collaborative avec les CCTT pour illustrer. Oui, bien, je parlais tout à l'heure de la Gaspésie. Alors, en Gaspésie, on a un centre Mérinov. On parle de réouvrir la pêche au sébaste dans le golfe du Saint-Laurent. Alors, est-ce qu'il y a un marché pour le sébaste? Si oui, comment on le transforme en région? C'est un bel exemple. Je parlais tout à l'heure que c'est souvent des centres de recherche un peu externalisés. Il y a une collaboration qui dure depuis plus de 15 ans entre Bioca et le Centre national en électrochimie et en technologie environnementale, le CNET. Parce que leurs produits doivent évoluer pour développer des nouveaux marchés, rester à l'avant-garde. Ils sont partis, oui, de la probiotique d'origine, mais aujourd'hui, on est rendu dans des probiotiques véganes. Alors, c'est des beaux exemples, des exemples en innovation sociale. Oui, c'est des innovations très concrètes. Oui. Très concrètes. En innovation sociale. Les probiotiques, c'est dans la vraie vie des gens. Oui.
Et puis, du côté des RSRI, il y a des projets aussi? Il y a plusieurs projets. D'ailleurs, je vous invite à consulter notre site rsri.québec. Mais je vous donnerai juste un petit exemple, celui d'Eponix, qui a développé une nouvelle génération de puces. Ça, c'est très important. Vous le savez, le nombre d'appareils... On parle d'Eponix, l'entreprise qui fait partie de la zone d'innovation en microélectronique Tecnum Tout à fait. Alors, on comprend aussi toute la pénurie des semi-conducteurs, l'importance des chaînes d'approvisionnement locales, résilientes. Bon, Eponix va y travailler, mais le développement de sa puce est très important parce qu'elle est plus abordable, plus compacte, moins énergivore. Et c'est un joueur qui va vraiment très bien se positionner. Et il a travaillé avec plusieurs institutions de recherche. Oui, puis là, pénurie de semi-conducteurs, mais là, c'est aussi la prochaine génération, les puces optiques là, dont on parle. Combien de fois plus rapide là, dont on parle? Typiquement 40 fois plus rapide. 40 fois plus rapide. Oui. Donc, la loi de Morse continue de s'appliquer grâce aux Eponix de ce monde. Écoutez, moi, j'aimerais voir qu'est-ce que nos participants ici dans la salle auraient à commenter. Ah, le Tanda, on voulait parler de le Tanda, mais le temps passe. Alors, c'est quoi ça, le Tanda? Écoute, c'est un projet qui a été, qui a vu le jour aussi chez des collègues innovés, dont le CCTT EV, Institut des véhicules innovants. Vraiment, ça va être une nouvelle génération aussi d'autobus, plancher chauffant, moins énergivore, mais surtout, c'est qu'il va avoir un moteur à propulsion électrique. Donc ça, c'est très important dans le marché. Puis, n'oubliez pas, les sociétés de transport, que ce soit au Québec, en Amérique du Nord, devront se doter de tels autobus pour justement réduire leur GES. Et ça, c'est fait chez nous? Chez nous. Meilleur au monde en transport électrique, c'est à portée, c'est à notre portée. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. On s'applaudit bien fort. Bravo tout le monde.